Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion qui vous accueille aujourd'hui au-dessus du village de Saint-Jean-de-Bruel. Ça se trouve dans l'Aveyron pour une rando qui va nous entraîner vers le Gard. On sera à cheval entre deux départements. Nous vous entraînons à la découverte d'un cos de petite dimension, ça s'appelle le cos Bégon. C'est parti! Et bien donc on se dirige vers Notre-Dame de la Sentinelle qui a été construite en 1958. Elle se trouve juste au-dessus du village de Saint-Jean-du-Bruel et de ses 700 habitants il me semble. On est bien dans l'Aveyron. Et puis tout près de la chapelle, il y a un oratoire avec des ex-voto. On attaque la partie piste de cette rando exclusive à Vélorando, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Et déjà c'est très sauvage sur notre droite, puisque c'est là que débutent plus ou moins les gorges de la Dourbie, cette rivière qui est un affluent du Tarn. Et là on va attaquer une forêt d'épicéas et de Douglas, donc des conifères. Voilà, c'est donc tracé exclusif Vélorando, comme je vous le disais, vous le retrouverez dans les commentaires, vous avez l'habitude. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on débute dans l'Aveyron et on va rapidement se diriger vers le Gard. Alors on était tout à l'est de l'Aveyron et on va rentrer dans la zone ouest du Gard pour se diriger donc vers ce mystérieux cos Bégon dont j'ai le temps de vous parler d'ici les prochaines minutes. Alors profitez-en de la route, il n'y en aura pas beaucoup dans cette rando. On en a eu un petit kilomètre au départ, une mise en bouche. Et puis là ça va être quasiment que des pistes ou des descentes sur ce plateau qu'on va traverser de part en part. Ben là voici la première petite curiosité qui était d'ailleurs pas attendue sur notre parcours, c'est un four à chaud. Sur le retour on verra d'autres types de fours. Et celui-là on a été attiré par un panneau. Alors tu vas nous donner l'échelle là. Vas-y, avance un petit peu, voilà. L'échelle de ce four à chaud.
un bon mètre de haut. Ah, ici, là, il y a Deux ouvertures. Non, ça tape pour l'air, là, c'était pas. Oui, c'est pour laisser passer l'air, effectivement. Je sais pas, je dis ça, peut-être pas, hein, je sais pas. On commence à enlever quelques couches de vêtements. Il faisait 5 degrés dans la vallée, avec un peu de brouillard, mais là, depuis qu'on monte, les températures deviennent nettement agréables. On ne doit déjà pas être loin des 10 degrés sans problème. Le soleil est de la partie, on est sur un versant bien exposé. Ça reste boisé, de toute façon jusqu'à ce qu'on arrive au plateau. Et puis après, ça sera quasiment dénudé. Toujours cette ambiance de pin pour terminer la première partie de la montée. On va prendre pied sur le bord du plateau. Mais après, les choses ne sont pas tout à fait plates dans la suite, puisque ce plateau, comme son nom ne l'indique pas, il est bosselé. Il y aura quelques collines à aller gravir par-ci par-là pour aller chercher les plus belles vues de la journée. Allez, on déboule sur le Causse Bégon et je vais pouvoir commencer à vous parler de cet endroit. C'est un mini Causse, mini plateau. Plateau calcaire, karstique évidemment. Il est contigu, il n'est pas très loin du Larzac, qui est beaucoup plus connu évidemment. Le Causse Noir, le Causse de Sauveterre, le Causse Méjean sont des causses vraiment très populaires, mais celui-ci, il est très peu documenté, on ne trouve pas grand-chose. Il mesure seulement 7 km². Alors c'est un plateau qui vit principalement de l'agriculture, vous l'aviez compris, vous en doutiez. Un total d'une trentaine d'habitants ici à l'année. On traversera le hameau principal, ce sera dans quelques minutes. Et on vit donc aussi de l'élevage ovin. On produit beaucoup de lait de brebis qui donne un fromage assez connu. C'est le Roquefort pour ne pas lui faire de la publicité. Et bien voici le seul hameau de cet endroit, de ce Causse Bégon. Et le hameau s'appelle comment, Lionel? Bégon. Non, Causse Bégon, exactement. Ah, Causse Voilà. Bégon. Et les habitants? Bégonois. Non plus. Les habitants, on les appelle les Cossenards. Ah. Voilà, donc vous saurez tout. 27 habitants ici à l'année. Peut-être un de plus aujourd'hui ou deux de plus, je ne sais pas. Mais ça va être très, très temporaire parce qu'on va juste traverser Donc il nous garde pour aller se diriger donc vers ces sapelles là. Ce sommet de cette colline là. On va se diriger là-haut. C'est la mi-novembre ici. L'automne arrive à peine. Il fait pas du tout froid là pour la saison. On vient de croiser quelques chasseurs. Et puis si vous regardez bien, juste au-dessus de Lionel, vous apercevez les gorges du Trévézel. On essaiera de mieux les voir tout à l'heure. On les devine à peine. Alors là, on commence à mieux les voir, ces gorges du Trévézel. Alors là, c'est la sortie sur la gauche, alors que la partie principale des gorges elle est sur main droite. Là, on les voit avec ces falaises assez impressionnantes. Et donc là, Lionel, on va amorcer une légère descente. Donc pour aller chercher et essayer de dénicher notre curiosité. Alors je ne vous cache pas de quoi il s'agit. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous avez compris qu'on va chercher une grotte. Une grotte qui aurait été aménagée en cave fromagère. Alors je ne l'ai trouvé que sur une seule carte, c'est les OpenStreetMap. Et nulle part ailleurs, personne ne fait état de cette ancienne cave. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver. Elle ne porte pas de nom, je n'ai rien retrouvé du tout. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas. Allez, on prépare l'équipement. L'équipement lumineux, parce que la grotte elle est bien là. On a cru qu'on n'allait pas la trouver, mais elle est juste derrière moi. Heureusement qu'on avait la localisation précise, parce que là, personne ne viendrait la trouver ici. Hein. Il y a quand même un début de trace, mais là, on pouvait passer à côté sans la voir. Allez, on va se cacher dans cette grotte, parce qu'on a les chasseurs qui sont en train d'arriver derrière nous là. Donc prudence, comme d'habitude, à travers les buis là. On ne voit pas trop la trace, mais elle existe. On se demande où on va effectivement au départ. Mais elle est là. Une entrée menaçante. Donc voici cette cave
qui ne porte pas de nom. C'est presque une grotte. C'est une grotte, oui, aménagée en cave bâtarde. On y va, on va faire attention de ne pas glisser. Comme d'habitude, c'est toujours humide. Et c'est quand même assez grand, hein. Ah, une belle hauteur sous plafond, ouais, effectivement, il me semble l'avoir vu en photo, mais j'ai pas retrouvé plus tard l'endroit où je l'avais vu. Hein. Est-ce que ça se prolonge? C'est fermé en fait, non? Il n'y a pas d'ouverture après? Ah ouais. Ça s'est effondré ici, ouais. Et quand même de belles dimensions. Hein. Et là, voilà l'endroit où on retrouvait certainement l'endroit où on entreposait les fromages. Ici, là, on voit des piliers. Ouais, quelques piliers. Et là, il y aurait eu un effondrement, là. Tu me dis? Ah ouais, là, ouais. J'aurais pensé qu'elle continuait en d'autres parties, mais non. Bon, c'est quand même déjà assez impressionnant. Hein. Ouais, c'est bien celle-là que j'avais vue parce que je reconnais le plafond là. Ouais, deux petites chauves-souris là, si vous les voyez, elles sont pendues au mur. On va essayer de ne pas trop les déranger. Surtout quand on commence l'hibernation là, ou leur hivernage. Ça aurait été dommage de ne pas la visiter. Allez, c'est la sortie de la grotte. Ça fait plaisir d'explorer cette nouvelle cave fromagère bâtarde. Un endroit où on fabriquait un fromage proche de celui du Roquefort. Et ça a été interdit par la suite de fabriquer des fromages qui s'appelaient Roquefort en dehors de la zone, même du village, suite à une AOP des années 20. Voilà donc cette cave qui ne porte pas de nom. On vous la met sur la carte, vous arriverez peut-être à la voir. Donc voilà, il fallait la deviner cette cave, cette grotte, bien perdue là dans les buis, insoupçonnable hein, si on n'avait pas eu la trace là. On n'aurait jamais trouvé ça. Hein. Impossible. Et là on va se diriger vers une succession de mini-sommets. On espère qu'on aura quand même un peu de vue là-haut. Parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un plateau dénudé, mais finalement il y a quand même des îlots de forêt. Comme sur tous les plateaux d'ailleurs de la région, hein, surtout les grands cosses. C'est jamais totalement pelé. Si vous avez aimé cette courte exploration de cette cave assez réduite, eh bien il y en a beaucoup d'autres sur le site Vélorando sur notre chaîne. Il y a une playlist pour cela, avec peut-être une bonne quinzaine de grottes à voir ou à revoir. Voilà, là on est sur un sommet que j'avais noté sur mon tracé, le Mont Tusca, 928 mètres, mais bon on est entouré de végétation. Donc la vue ne porte que dans très peu de directions. On va essayer un autre sommet, éloigné de 500 mètres environ, en espérant qu'il soit moins boisé. Bon, vous savez quoi, je vais m'ouvrir une petite Lucienne. Petite Lucienne, c'est ça. Hein. C'est une barre énergétique. Elle s'appelle bien Lucienne, ouais, je crois qu'on le voit. Ouais. Elles sont très bonnes avec des baies de goji dedans. Les vues vont être chères ici. Parce qu'il y a quelques petits sommets, mais ils sont tous plus ou moins envahis de végétation. On en a un peut-être là-bas, le suivant. On va tenter ça. On sera au-dessus des gorges du Trévézel. Il y a un peu moins d'arbres que sur le sommet précédent quand même, on dirait. Ben voilà cette barre lucienne.
Ouais, des baies de goji, je crois de la date, hein, il me semble. Principalement. Des graines de courge peut-être aussi, ouais. Très bonne. Allez, quelques dizaines de mètres. Et on sera au sommet de Toulès à 909 mètres, même pas, je crois 902 plutôt même sur la carte. Bon, et bien là on va jouer aux montagnes russes, puisqu'il faut aller de colline en colline là, pour traverser le Causse Bégon en sens inverse maintenant. On est carrément sur l'autre extrémité. Vous voyez que c'est assez rapide hein, pour faire le tour de ce plateau. Voilà, allez, on rejoint un ballon et puis on va essayer de monter de l'autre côté. Ouais, je passerai là, moi. Je serai ici, là. Je vais assez dégagé, là. Et puis après, ouais, il va falloir traverser en face, là. Voilà, c'est un peu hors piste, hein, cette section-là. C'est où juger, là. Il est bien indiqué sur les cartes IGN, il me semble. C'est un aven. Autrement dit, un trou qui ferait, je crois, une centaine de mètres, quand même, de profondeur. On va pas s'y avancer.
parce que ça part direct vers le vide là et on voit que ça a été clôturé justement pour que le bétail ne s'y rende pas. Tout à l'heure je me suis approché un petit peu mais c'est quand même dangereux. Là il suffit de glisser là, c'est la chute libre. Et la traversée continue. Parfois de la piste, parfois on est en lisière de champ. Pas de difficulté majeure d'orientation, en tout cas avec le GPS, parce qu'avec un temps qui se couvrirait avec du brouillard, ça serait peut-être plus compliqué là. Vous aimez les vidéos Vélorando, alors c'est le moment de vous abonner, tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également aller voir nos photos sur Instagram. Et puis si vous aimez vraiment ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement en nous laissant des dons sur Tipeee ou sur Litchi, la cagnotte française très connue. Voilà, merci beaucoup. On continue cette rando du Cosbégon. Allez, c'est le troisième mini sommet de la journée, le Sucal à 925 mètres. C'est le deuxième plus haut point de ce plateau. Et sur main gauche, vous apercevez le mont Saint-Guiral, le Saint-Guiral qu'on vous avait proposé il y a pas mal de temps sur la chaîne. Vous pouvez le revoir en haut à droite. Très bel endroit aussi pour randonner, tout près du Mont Égual. On a déjà trotté parce que si tu vois là le champ vert, c'est là où on était tout à l'heure, ce matin. Hein. Il y a à peine une heure et demie. Hein. Allez, on atteint ce Sucal. Toujours des sommets sans grande vue parce qu'ils sont assez écrasés. Voilà la dernière colline de la journée, ça s'appelle le Pal. On est à 910 mètres environ. Et on surplombe la Dourbie de là-haut. Et lorsqu'on sera arrivé à son sommet, on aura fait le tour, tout simplement, du Cosbégon. Vous voyez, ça va vite. Et là, il y a une biche là sur main gauche. Enfin, je ne peux pas la filmer, elle est déjà passée, je la vois du coin de l'œil. Attention aux chasseurs, il faudrait lui dire. On déboule sur le sommet du Pal. Et puis après, ça va être le plongeon vers Saint-Jean-du-Bruel. Vous resterez avec nous parce qu'on a d'autres choses intéressantes à vous montrer. Là, on va essayer quand même d'aller voir un petit peu le paysage. À partir de là, on va attaquer la descente qui va nous ramener à Saint-Jean-du-Bruel. Mais avant ça, on va aller visiter, voir un ancien monument funéraire. C'est un mégalithe. Et voilà donc la construction qui date d'il y a 4000 ans environ, peut-être même 5000 ans. C'est le tombeau du géant. Donc ce mégalithe, cette sépulture qui date du néolithique, à l'heure où l'homme commençait à se sédentariser. Voilà donc un site assez connu, le tombeau du géant. On le retrouve sur quelques topoguides. Donc c'est une pierre plate qui est normalement maintenue par deux pierres verticales. Hein. On appelle ça des orthostates, j'ai lu. Ouais, voilà la verticale. Ouais. Celle-là peut-être elle a bougé, non? Je repose la question donc à l'époque du néolithique, comment déplaçait-on des cailloux aussi volumineux, aussi lourds?
Et a-t-on trouvé quelqu'un là-dedans d'ailleurs? Ça aussi c'est la question. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Avec des cordes peut-être qu'on les a déplacés avec des cordes, mais bon, il fallait du monde. Voilà donc ce mystérieux tombeau du géant. Je sais pas s'il est mystérieux, mais il pose quand même quelques questions. Normalement, je crois que ça sera là. Hein. Mais il faudrait qu'on repique un peu sur main droite une fois descendu là. Ouais, il faut descendre un peu quand même. Ouais, c'est bon quand même. C'est pas mal. Ouais, ça tient la route. On aurait pu passer par l'autre piste, mais je crois que ça rallongeait. Non, mais c'est pas mal. C'est la bonne trajectoire. Allez. Alors, heureusement que j'ai eu le coup d'œil là. Parce que sinon, on aurait raté ce mini point de vue là. Hein. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'était dommage de le rater quand même. On a affaire à du sentier bien tracé une fois de plus, rien à dire, bien dégagé, bien entretenu, ça file tout seul. Là, on arrive dans le secteur où on trouve de l'argile noire utilisée par les potiers. Puis on n'est pas très loin donc à présent du secteur des fours à calamine. On va vous montrer à quoi ça ressemblait. Allez, on arrive au secteur des Valettes avec ces 5 fours qui ont été inaugurés en 1905. Et ça, on appelle ça donc des fours à calamine. Ils étaient exploités par la Société des mines métalliques de l'Aveyron.
Voilà, et il servait tout simplement à enrichir la calamine. Là, il est en mauvais état. Là. Voilà, qui est un métal. Alors là, je ne sais plus si c'est composé de zinc ou d'aluminium. Je crois que c'est du zinc. Hein. Il y a 40% de zinc dans la calamine. Et on devait l'enrichir. Celui-là, il est encore. Ah, là, c'est bon, il est encore. Ah, celui-là, il est un petit peu plus beau. Encore. Mais finalement, ça n'a pas donné le résultat escompté. On a extrait quelques tonnes de minerais, de calamine donc. Quelques centaines de tonnes. Mais l'exploitation a été arrêtée, je crois, en 1909. Ah, l'autre est là-bas. Ben, il y a 4 arches, là, mais ça va. Bon, 4 pieds, un autour de foyer. Comme une cheminée, mais avec une grosse aération, quoi. Ouais, 4 aérations. Hein. Ah ouais, d'accord. On le voit, même il a été bâti d'une façon plus grégaire. Voilà, celui-là, il est plus rudimentaire. C'est le dernier, c'est peut-être le premier four, celui-là. Je sais pas, ouais, il a été, le dernier était moins bien fait. Bon, ça a l'air de tenir quand même. Je pense que ça va tenir. Ouais, celui-là, il est moins joli, ouais. Les autres, elles sont bien avancées, hein, celle-là. Même lié encore avec Simon. Ouais, c'est assez étonnant. Je ne sais pas s'ils n'ont pas été reconvertis en four à chaud éventuellement par la suite. Quand on a vu que l'exploitation n'était pas possible. Donc il y en a 5. J'en ai 2, 3. 4, je vois le quatrième, c'est le cinquième. J'ai perdu là-bas. C'est comme ça que j'avais vu qu'il y en avait 5. 4 c'est sûr. On a perdu le 5e. Celui-là il est bien fini par contre. Hein. Celui-là, je vous montre ça là, mais il est bien travaillé. On dirait des sortes de tours de château un peu, tu sais. Vu d'en bas là. S'il n'y avait pas ces arches, hein, on croirait les châteaux presque. Tour de guet. Ouais. Et donc moi j'en compte que 4. Je n'ai pas vu 5 comme indiqué sur mon plan là. Bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette randonnée au Cos Bégon. Merci de penser à vous abonner, d'aller voir sur Instagram toutes les photos de la rando, y seront. Merci également si vous voulez nous faire un don, ça se passe sur Litchi ou sur Tipeee. On se retrouve très prochainement comme d'habitude pour une rando encore plus belle que celle-ci. Celle-là elle était pas mal déjà, donc la suivante devrait être encore mieux. D'ici là, faites de belles randonnées. Et puis on ne vous dit pas tout à fait au revoir puisqu'on va vous montrer quelques vues de Saint-Jean-du-Bruel en rentrant. Donc si vous voulez rester encore quelques instants avec nous, eh bien ça sera avec plaisir. Sinon, à très bientôt. Salut, ciao. Allez, un petit peu de rab, puisqu'on va quand même vous montrer ce village de Saint-Jean-du-Bruel. On l'a vu d'en haut tout à fait au début de cette sortie. Et je te repose une question. Comment s'appellent les habitants de Saint-Jean-du-Bruel? Voilà, là tu ne pouvais pas trouver non plus, ça s'appelle les Saint-Jeantais. Si vous avez l'œil, la Vierge de la Sentinelle, Notre-Dame de la Sentinelle exactement, elle est tout à fait en haut de l'image. On va voir les antennes réapparaître là, juste après ce bosquet là, ces buissons plutôt. On était là-haut, tout à fait au départ. Et il faut savoir d'ailleurs que ce nom de la Sentinelle, il a été donné pendant quelques temps au village de Saint-Jean-du-Bruel. On l'appelait la Sentinelle. Avant qu'il ne retrouve son nom, mais je ne sais pas à quelle époque c'était exactement tout ça. Allez, on est dans les ruelles de Saint-Jean-du-Bruel qui s'appelait également, tu me dis, Saint-Jean de Roquefeuille. Puisque c'était la famille Roquefeuille qui régnait peut-être à l'époque. On va essayer de vous montrer le pont vieux. Et je ne sais pas si on va le voir encore. Comme ça on approche, mais est-ce qu'on ne l'a pas raté là? Voilà. Là ça date quand même, 1680. Ouais, tous ces entrées là, c'est Guillot. Est-ce qu'on approcherait là? Je crois qu'il y a un pôle là, donc c'est peut-être le pont vieux ici là. On va se quitter avec cette image du pont vieux qui est du XIIIe siècle. La Dourbie ici. Et donc je vais vous montrer l'arche de ce très beau pont. Le jour où tu as l'eau qui frôle l'arche principale, c'est que
Il y a des inondations quelque part. Hein. C'était le seul pont du village avant que ne soit construit un pont vers le 18e, c'est ça? Voilà, on se quitte avec ça. A très bientôt sur Vélorando. Ciao!